Bonjour, bienvenue à cette matinée productivité. Aujourd'hui, 3 belles entreprises pour parler entreprises responsables et avantages concurrentiels. Donc, si vous me permettez, je vais faire une petite lecture de chacune des entreprises et après ça, on partira le débat ensemble. Geneviève, tu œuvrais initialement dans le milieu des communications jusqu'en 2003 où tu as fondé La Fourmi Bionique, une entreprise de transformation alimentaire spécialisée dans la fabrication de céréales artisanales à base d'ingrédients locaux, biologiques et équitables, ainsi que des collations haut de gamme avec une approche éco-responsable. Pour une idée d'affaires qui partait d'un besoin d'avoir des déjeuners plus sains pour tes enfants, tu as depuis reçu plus d'une dizaine de prix et reconnaissances, dont le prix des femmes d'affaires en 2011 et 2019. Presque 20 ans plus tard, Fourmi Bionique compte plus de 2000 points de vente au Canada et en France. Sandrine, tu as fondé Écolofarm en 2010 en suivant ton cœur et tes valeurs. Ton objectif était de trouver des solutions durables, responsables et innovantes dans le domaine de l'emballage des médicaments de prescription, mais surtout révolutionner les processus industriels. On peut dire aujourd'hui que tu as gagné ton pari. Écolofarm est reconnu comme un leader de l'innovation responsable et le seul manufacturier de produits d'emballage en Amérique du Nord avec une certification B Corp qui détient plus de 40 des parts de marché au pays. Finalement, Jean-Luc, tu es dans l'industrie des plastiques depuis tes débuts en 1982 comme représentant des ventes pour un distributeur de résine plastique à Montréal. C'est là que tu as tout appris du monde du recyclage pour fonder, 4 ans plus tard, ta propre entreprise, le groupe Lavergne, un fabricant des composés plastiques recyclés à partir des résidus de plastique post-consommation et post-industriels. Fait amusant, tu as été le premier à obtenir une certification de conformité FDA en Amérique du Nord. Tu es en quelque sorte un pionnier du recyclage au Québec avec toujours au cœur de ton entreprise cette volonté de réduire la dépendance mondiale au plastique vierge. Donc, c'est lancé. On part notre échange. Première question que j'ai pour vous. Vous offrez des produits différents. Vous partagez cette responsabilité d'éco-responsabilité, protection de l'environnement, valeurs sociales. Je veux savoir, par curiosité, votre ADN, qu'est-ce qui a été le déclic pour vous pour lancer votre entreprise, pour partir votre entreprise? Donc, Sandrine. En fait, moi, ça a été à la fois un constat de réaliser dans l'entreprise pour laquelle je travaillais qui fabriquait des fioles de médicaments en sous-traitance pour d'autres. Puis je trouvais qu'on ne contrôlait pas le processus, on ne contrôlait pas les différentes étapes. Puis plus je questionnais, plus j'avais des réponses niaiseuses. Mais vraiment des réponses où on me dit « Ah ben, en 1974, c'était ça la référence du nombre de prescriptions qui étaient servies par semaine dans une pharmacie. » On est en 2008. 1974, je n'étais pas née. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est questionné depuis 1974? Il y a quelqu'un qui peut véritablement se poser la question comment est-ce qu'on peut faire les choses différemment? Puis moi, ça a été ça le déclic. J'ai tout le temps, c'est l'histoire des 2 bouts de jambon. Tout le monde coupe 2 bouts de jambon parce qu'en fait, les fours étaient trop petits à l'époque. Mais il y a comme cette espèce de mythe de dire, ben voyons, c'est comme ça que ça se fait. Ouais, puis on ne se questionne plus. Ouais, la zone de confort, hein? Exactement. Puis ça, moi, ça a été l'élément où j'ai fait, non, ça suffit, là, on ne va pas rester justement dans notre petit confort puis continuer à acheter des boîtes, des sacs, des boîtes, des sacs et des ressacs. Là, c'est une catastrophe. OK, super, merci. Geneviève, de ton côté? Bien, moi, j'étais née en 1974. donc, quelques années plus tard, après avoir fait carrière en communication, je cherchais vraiment quelque chose qui allait me rejoindre pour être investie professionnellement dans quelque chose. J'étais un peu une âme perdue. Et j'étais très attirée par tout ce qui était gastronomie, voir ma grand-mère cuisiner ses sauces dans les fêtes familiales. Et j'ai découvert le mouvement Slow Food, qui était un mouvement qui prônait l'éco-gastronomie. Ça existe juste depuis 1986. Okay. Et vraiment, il y a comme toute la connexion entre le respect de l'environnement, le respect du plaisir alimentaire et aussi
le respect de la santé humaine, donc puis le travail qui est adéquatement payé pour le producteur. Et c'était un mouvement qui allait à l'encontre du fast-food. Puis ça, pour moi, ça m'a vraiment allumé. C'est comme vraiment un retour aux sources, puis qui était vraiment pour moi quelque chose qui était la base, puis que c'était un éveil. Il faut vraiment revenir à la base. Donc, ces valeurs-là ont vraiment inspiré mon modèle d'affaires. OK. Super, super. Merci beaucoup. Jean-Luc? Moi aussi, je tenais en 1974, donc j'ai vu quelque chose se passer. Mais dans mon cas, à moi, ce qui arrivait, c'est que je travaillais pour un distributeur de plastique. Donc, le côté recyclage, c'était pas quelque chose qui était commun chez nous. En 84, quand j'ai quitté l'entreprise, le patron quittait. Mon patron immédiat était un peu patron spécial. Grâce à lui, j'ai quitté. Aujourd'hui, je ne peux pas lui dire de vive voix parce qu'il est décédé. Mais ça m'a forcé à trouver des solutions autres que ce que je faisais. Et l'idée de faire du recyclage de plastique à ce moment-là, c'était probablement, on appelle ça précurseur. Là. Ah oui. C'était probablement à un niveau qui n'était même pas pensable. Le plastique existe depuis plusieurs années, depuis plus de 100 ans. Le recyclage, il existe aussi depuis longtemps, mais le recyclage, de la façon qu'on le fait, c'était vraiment pas pensé. Fait que pour moi, l'idée de partir dans l'entreprise, je pense pas que je savais que j'étais pour partir en entreprise. Ouais, D'ailleurs, si j'aurais su ce que c'était partir en entreprise, c'est pas sûr que j'aurais parti en On entreprise. l'aurait fait personne. Donc, Okay. c'est un peu le phénomène qui s'est passé chez nous. Par contre, après avoir réussi à inventer des équipements qui me permettaient de faire des recyclages, j'ai vu qu'il y aurait peut-être un débouché pour pouvoir en faire une business. Et c'est là que ça a commencé. Super, merci, merci. Donc, quand on commence l'entreprise et qu'on commence à naviguer un peu là-dedans, c'est quoi le premier obstacle que vous avez rencontré? Je présume qu'il faut convaincre, il y a des certifications. Qu'est-ce que vous avez vécu là, dans la première, deuxième année que vous avez dit « Oups, voilà vraiment une première réticence, un premier obstacle majeur qui m'arrive. » Je serais curieux de vous entendre là-dessus. Jean-Luc? Ah, je suis content qu'il y ait eu juste un obstacle, parce que pour en parler d'un obstacle, ça serait phénoménal. En fait, si je vais vraiment dans le profondeur de ce que nous, on fait, c'est que le recyclage a une connotation quand même assez négative. Donc, quand tu fais de la matière recyclée, quand tu prends de la matière recyclée, c'est souvent perçu comme un produit de deuxième ou troisième ordre. Donc, pour nous, ça a été quand même ça qui était la pièce la plus importante à détourner, si on peut dire de cette façon-là. Pour démontrer ce qu'on faisait, on le faisait d'une façon adéquate. Et puis, on remplace la matière vierge. Donc, c'était un petit peu le challenge maximum de ce qu'on devait pouvoir prouver à faire. OK, on va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Geneviève, dans ton cas, à toi? Moi, je pense que tout le monde voyait que j'allais affronter les géants de l'alimentation. Puis, ça m'enlevait beaucoup de crédibilité d'être une petite mini-entreprise qui allait faire face à des entreprises de taille comme ça qui étaient très établies. Et le fait d'aller, de mettre mes produits dans un sac, c'était pas du tout bienvenu. C'était vu comme étant trop différent des autres. Puis donc, être capable de commercialiser dans un emballage qui était différent des autres. Mais moi, je voulais vraiment pas faire du suremballage. Puis c'était l'argumentaire que je devais tenir encore et encore, même si on me demandait d'aller vers la boîte. Donc, le fait d'être dans le bio puis dans un emballage qui était en sac, puis d'affronter une catégorie où c'était juste des très gros joueurs, finalement, c'était d'établir ma crédibilité le plus gros obstacle. C'est quand même pas rien, effectivement. Sandrine? Nous, en fait, c'est un peu comme Jean-Luc, c'était de réussir à éduquer les gens sur ce qu'on faisait. En fait, nous, le plus grand obstacle, c'est que les gens ont vu nos produits en disant « OK, mais le concurrent aussi, il est recyclable. » Puis là, on dit, oui, mais attends, nous, on ne parle pas de recyclabilité, là. On parle d'un processus de développement durable. On parle d'une éco-conception, on parle d'un processus manufacturier où le produit que tu as entre les mains, il y a une empreinte environnementale plus faible que le concurrent. La recyclabilité, c'est de pousser sa responsabilité sur quelqu'un d'autre qui, avec un peu de chance, va le gérer comme il faut pour que ça arrive chez Jean-Luc. Mais on n'en a pas le contrôle. Donc, c'est de se questionner puis de mettre en place des choses qui sont différentes à chacune des étapes qu'on est capable de contrôler, nous, en tant qu'entrepreneurs. Ça a été ça qui a été difficile à faire, à éduquer chez les gens. Justement, éduquer, sensibiliser, parce qu'encore aujourd'hui, à moins que je me trompe, protection de l'environnement rime encore souvent dans la tête de certains avec réglementation puis avec dépenses. Non pas avec investissement. Donc, ton modèle, tu l'as construit, à moins que je me trompe, sur l'idée du gain économique. Exactement. Complètement. Moi, je dis tout le temps, si je suis capable de vous designer un produit qui utilise 35 moins de plastique,
qui utilise 40 moins de carton, qui utilise 55 moins d'énergie. J'élimine tous les sacs de plastique. Venez me dire qu'il n'y a pas un gain économique à ça. Ça n'a pas de sens. C'est qu'en fait, souvent, les gens vont sauter les étapes dans leur développement durable puis vont décider de dire, je vais changer de matière, je vais aller prendre une matière différente, mais on ne questionne pas, on ne se pose pas la question, justement, la référence, elle date-tu de 1974? Ben oui, OK. Donc, si on ne questionne pas chacune des étapes en amont, à l'intérieur de notre processus industriel, on n'est pas en mesure de mesurer véritablement les gains que le développement durable peut amener. Mais c'est économie de matière, économie d'énergie, économie d'emballage, Tout l'ensemble. économie de transport. À quelque part, il y a des factures de moins, là. Exact. Ça me paraît évident. Super. Sur cette note-là, on parle, dans le fond, de géants quand tu as commencé alentour de toi. Puis tu as créé une économie de proximité. Tu as des fournisseurs locaux. Comment on construit ça? Parce que, dans le fond, est-ce que la matière, la quantité va être disponible ou le prix? Donc, tu crées un écosystème économique. Mais comment on part ça, cet écosystème-là? Puis comment ça a été, finalement, pour le mettre en place? C'est sûr qu'il faut choisir un créneau qui est compatible. Si j'avais décidé de faire des produits de noix de coco, j'aurais trouvé ça difficile de trouver des fournisseurs. Mm-hmm. Mais essentiellement, je comprenais que dans la céréale, parce que j'avais exploré beaucoup d'options pour un modèle d'affaires, puis je comprenais que dans la céréale, c'était un marché où justement, il y avait de plus en plus de joueurs sur le territoire et aussi qu'il y avait des capacités. Donc, je m'étais renseignée et la céréale, c'est un des produits où la différence de prix avec le conventionnel était le moins différent, le moins élevé, moins marqué. Okay. Ça faisait en sorte que on pouvait maintenir quand même une compétitivité du coût. Alors ça, c'était important. Okay. Alors, parce que la céréale, c'est pas comme importer un piment biologique, par exemple, où là, ça peut être du simple au double. Là. Et pour ce qui était du miel ou du fournisseur des sirop d'érable, j'ai dû changer. À chaque fois, c'était comme, je ne peux plus te fournir. OK, on change. OK, là, je ne peux plus te fournir. Ouais. Puis à chaque fois, il fallait changer. Puis là, tu réalises que c'est important d'avoir différents fournisseurs ou de composer avec des coops. Mm-hmm. Donc là, ça m'a amené à travailler avec des coopératives. Okay. Alors, des coopératives pour le miel ou le sirop d'érable, de travailler avec différents fournisseurs pour l'avoine, puis de leur assurer des approvisionnements annuels pour pouvoir me revirer de bord. Puis la saisonnalité aussi. Quand on travaille avec un produit alimentaire naturel, la variation de la matière aussi n'est pas à négliger. Donc, des fois, il y a une avoine qui est plus fragile, qui est plus cassable, qu'une autre qui est très dure, puis il faut travailler avec la matière. Donc, j'ai pas beaucoup d'options. Puis, effectivement, le prix, j'ai moins de marge de manœuvre que quelqu'un qui va acheter sur un plus gros territoire, ce qui veut dire qu'il faut trouver d'autres façons d'optimiser notre performance financière. Ça nous rend plus créatifs. Ça rend plus créatif, mais quand même, c'est tout un chemin. Quand on considère tout ce que tu viens de dire, c'est effectivement tout un travail. On va revenir un petit peu des années 80, là, mi-80, début des années 90. De mémoire, en tout cas, le recyclage n'était pas beaucoup installé au Québec. Je me demande si on est au début des usines de traitement des eaux pour les municipalités, les lacunes aérées. Je ne pense pas qu'on fait de caractérisation d'effluents gazeux pour connaître un petit peu ce qu'il y a dans l'atmosphère. Mais toi, Jean-Luc, tu pars une résine à partir de matériel ou de plastique recyclé dans un secteur traditionnel. J'aimerais ça t'entendre comment ça s'est passé puis quel a été un peu le chemin parcouru pour faire accepter tout ça? Effectivement, il n'y avait pas de collecte sélective. Ça n'existait pas dans le temps. Il n'y avait pas de produits qui étaient récupérés à l'échelle au niveau des consommateurs. Il y avait quand même toutefois des produits de fin de vie auprès d'entreprises. Donc, souvent, je me rappelle, le premier produit qu'on a commencé à recycler à assez grosse envergure, c'est les petits copes à lait, qui est bon. OK. Fait que ça, c'était vraiment intéressant à recycler. Fait que c'est un peu là aussi ce qu'on a créé, la fameuse machine à laver qu'on a créée. Et on recevait ces copes à lait-là qui étaient... il y avait passé quelques semaines. Donc, quand ça arrivait en plein milieu d'été, c'était super plaisant comme senteur. Comme donc, parfum, on avait des choses assez spéciales, mais ça démontre un peu le début de ce qui s'est passé. Donc, c'est à travers les entreprises. Je me rappelle aussi, on avait les fameux petites bidules qui allaient dans les toilettes pour changer la couleur. Ouais. Donc, c'était fait dans une autre matière. Fait que ça, c'était les premiers produits qu'on a eus. Puis après, on a eu des produits, encore là, comme des produits, pas nécessairement de fin de vie, mais au niveau industriel, comme Hasbro, les jouets. On recevait ça à coup de truckload de jouets de plastique. Fait que là, on devait prendre ça, les granulés. Et puis, c'est de même que ça a commencé. Donc, il n'y avait vraiment pas de
de système. Il n'y avait vraiment pas rien qui était là quand on parlait de recyclage chez nous. Ça n'existait pas. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui avec la collecte sélective? Il n'y avait pas ça là. Il n'y avait pas ça. Et une question qui me chicote aussi, au niveau de la rentabilité économique, parce que c'est essentiel, c'est primordial, est-ce que vous diriez que c'est un processus plus long d'obtenir une entreprise rentable dans une approche d'éco-responsable où ça suit le même parcours que toute forme d'entreprise? Sandrine? Ben, moi, j'ose croire que ça doit suivre le même parcours. À la base, je pense que la réflexion est la même, qu'on développe, qu'on sorte une idée, qu'on questionne le marché de la bonne façon puis qu'on se positionne. Aujourd'hui, j'aurais peut-être même tendance à dire que ça peut être un accélérateur pour une jeune entreprise de véritablement avoir déjà intégré des démarches en développement durable dans son modèle d'affaires. Okay. Qu'on le veuille ou non, changer une entreprise. Il n'y a rien de pire que la résistance au changement. Hein? Je pense que c'est une des choses qui peut faire peur un peu à des entrepreneurs. Moi, je vois ça aujourd'hui comme un accélérateur. J'ose croire, en tout cas, que les entreprises qui démarrent aujourd'hui puis qui ont un bon plan, une bonne compréhension de leur flow et qui développent une valeur ajoutée, finalement, avec le développement durable, devraient avoir une rentabilité plus rapide. Vous avez tracé un peu la voie aussi. Là. Pour moi, c'est très différent parce que ce qui est arrivé premièrement, on recule en 80, les années 80. Donc, quand on parle de solutions durables, j'étais même pas née. C'est ça, ça te donne la différence entre notre âge. Non, ce qui est arrivé, nous, c'est qu'on a commencé à travailler sur ces plastiques-là. Il y avait souvent une connotation. Au lieu de parler de recyclage, on parlait d'économie du prix. Okay. Donc, il fallait qu'on vende le produit moins cher. Ça, c'était comme un genre de dénominateur commun. Et puis, nous, ce qu'il a fait au cours des années, ce qu'on a décidé de faire, c'est de s'en aller dans des plastiques beaucoup plus sophistiqués, dans des plastiques d'ingénierie. Donc, il y a eu une transition qui s'est passée. Okay. Et là, ce qui arrivait à ce moment-là, il y avait quand même une façon de pouvoir vendre le produit, mais c'est très long. Fait que nous, le processus de vente peut prendre 3 ans avant de vendre un kilo à un client. C'est tout le processus de développement, de test. Okay. Donc, pour nous, ça a été un acheminement qui était spécial. Mais si je reviens à aujourd'hui, c'est fast-forward à aujourd'hui, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des avantages à être dans ce genre d'environnement-là. Nous, on était peut-être en avant de la parade. Un petit peu. La pression, c'est de subir et passer à travers toutes ces étapes-là. Il faut rester rentable parce que le banquier, là, même si j'y amenais des pommes ou des choses comme ça, c'est pas de même que ça marche. Il fallait faire des sous. Donc, il fallait trouver des façons créatives de faire des sous tout en développant notre business. Mais aujourd'hui, je serais tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Ça serait vraiment C'est un plus. C'est un plus d'être là. Ça a pris du monde pour tracer la voie, par contre. Hein? Ça a l'air que c'est ça. Oui, à la base, je pense que nous, ce que ça nous a permis, c'est de structurer quelque chose où, justement, notre rentabilité, elle est bien mesurée, elle est surveillée parce qu'on était dans un environnement où, en étant des leaders, on est peut-être un peu plus à risque au départ. Ouais. Mais en effet, je pense qu'on a changé la valeur perçue de ce qu'on fait. Exact. La valeur de ce qu'on fait aujourd'hui, Jean-Luc, tu l'as dit au début, tu as du recyclé, c'était comme une sous-catégorie de matériel que personne ne voulait. Mais la valeur perçue a été changée par des gens comme Jean-Luc. Puis dans mon domaine, c'est la même chose. Fait qu'aujourd'hui, je dirais même que s'il y a une autre entreprise, elle peut vendre plus cher que moi. Je suis convaincue. Convaincue que j'ai fait en sorte qu'elle peut mettre son produit plus cher que moi sur les tablettes, ça ne changera rien. Ça va être tous les avantages connexes. Les gens vont voir les avantages. Ah ouais. Tu vas donner des idées à des concurrents, là. Ah! Ça fait 15 ans que je les attends. Oui. OK. Geneviève, de ton côté, toi? Ben moi, je dirais que ça a été plus lent parce que justement, j'étais dans le même cas de figure où on était précurseurs. Ouais. Alors, le bio, c'était pas vraiment bien connu. Même que les gens, quand ils ont su que je faisais du bio, ils me disaient « Ah, t'es rendue végétarienne ». Alors que ça n'a aucun lien. Puis quand je faisais des dégustations, les gens disaient « Ah, c'est des graines ». Puis alors qu'aujourd'hui, la catégorie, elle a explosé. Tout le monde est dans un sac, tout le monde est content. Mais à l'époque, c'était vraiment, on était les seuls pendant longtemps. Donc, on a dû se mesurer au marché par rapport à nos prix de détail. On ne pouvait pas se permettre d'aller charger le prix de toute la valeur ajoutée qu'il y avait dans le produit. Puis en plus, je pense que l'aspect local, Aliments du Québec, puis vendre le côté d'approvisionnement local, c'est encore plus porteur à l'époque que de dire que c'était biologique. Je
Je pense OK. qu'il OK. n'y a pas nécessairement des gens qui cherchaient à manger bio, mais il y a des gens qui cherchaient à manger local. Puis pour nous, ça a été un vecteur beaucoup Super. plus important. Ah ouais. Donc, puis avec toutes les certifications qui s'ajoutent à ça, tu sais, puis c'est une facture annuelle qui fait juste augmenter constamment. Alors, si on n'a pas le volume, bien, ça devient difficile d'amortir tous ces coûts-là qui sont des coûts qui démontrent notre responsabilité. Donc, les certifications biologiques, whole grains, non-GMO, puis là, plus récemment, B Corp, tu sais, parce qu'il fallait avoir la collection complète. OK. Mais pour avoir toutes ces certifications-là, on joue vraiment dans le terrain des plus gros joueurs. Bien, il faut avoir du volume. Puis pour avoir du volume, il faut être compétitif. Puis pour être compétitif, bien, il faut être un bon manufacturier. Alors, nous, c'est là où on a vraiment misé dans notre processus. Super. C'est donc un des avantages, économie locale, se spécialiser dans des produits niches, avoir un modèle d'affaires qui fait prendre conscience de tous les retombées que peut avoir un achat d'un produit responsable. Peut-être un autre avantage, je voudrais vous entendre là-dessus. C'est pas un secret de polichinelle, il manque de main-d'œuvre au Québec. Hein? Donc, difficile à recruter, difficile à retenir. On dit qu'une entreprise éco-responsable est plus attrayante et plus attirante, peut-être plus pour les milléniaux. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-tu vrai ou c'est pas le cas? Donc, Jean-Luc? En fait, c'est une chose que, encore là, quand ça fait longtemps que tu es dans le domaine, c'est dur de changer les gens, comme on dit. Hein, des fois, nous, c'était pas quelque chose qu'on avait préconisé initialement. Mais depuis les 4-5 dernières années, c'est quelque chose qu'on a mis de l'avant. Et les gens viennent vraiment parce qu'ils veulent faire un changement. Les gens travaillent, puis ils veulent le faire. Ils disent que c'est grâce à ce qu'ils font, ils réussissent à faire en sorte qu'au lieu de prendre du plastique vierge, on prend du plastique recyclé, on le transforme. Fait que pour moi, ça, c'est un élément qui est super, super important. Et puis l'autre partie, c'est qu'on n'a pas le choix de s'automatiser. Fait que pour nous, malgré tout, on est très, très automatisé. OK. Mais les gens qui viennent chez nous aujourd'hui, s'ils n'ont pas ça dans l'ADN, on voit que ça ne connecte pas aussi bien. Ça n'a pas de fusion, là. Exactement. Ceux qui voient, qui veulent, tu sais, en anglais, c'est for a purpose, viennent travailler pour une raison d'être, on voit que c'est quelque chose qui prend bien. Donc, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, c'était une très, très bonne idée de pouvoir dire qu'on le propose aux gens quand ils viennent chez nous. Ah ouais. Des gens mobilisés. Geneviève, de ton côté? Bien, nous, c'est sûr que, tu sais, on fabrique un produit qui est sain, puis qui est avec des ingrédients du Québec. Donc, les gens, ils ont la fierté de travailler avec ces ingrédients-là, puis de produire un produit de qualité, puis de contribuer un peu au côté artisanal de la chose. Donc, il y a une fierté en termes de capacité à créer un produit qui a justement une portée importante sur le marché. Tu sais, générer un produit santé, bien, c'est une mission super importante. Ouais. Puis je pense qu'en général, les gens sont portés à migrer vers la marque parce que ils trouvent que c'est un beau produit, mais en même temps, ils trouvent qu'il y a tellement de valeur associée au produit qu'ils veulent contribuer à ce mouvement-là, puis ils veulent que ça prenne de l'essor. OK. Super. Merci. Sandrine? Moi, je le vois dans le nombre de candidatures spontanées, puis vraiment j'ai des gens qui font de la transformation de plastique, moi, en fait, puis souvent, c'est des gens qui ont eu des formations académiques, techniques, puis ils se disent, je me sens jugée, je me sens pas bien, je transforme du plastique. Et en bout de ligne, ils arrivent chez nous en disant, au moins, là, je sais que mes compétences sont utilisées pour la bonne raison. On transforme le marché, on fait en sorte justement de s'assurer que le produit qui va être utilisé par le patient à la fin a la plus faible empreinte environnementale. Donc, ils sentent justement qu'il y a une raison d'être, il y a un purpose. Puis oui, on a du monde qui viennent. La pénurie de main-d'œuvre, je pense, pour les entreprises à responsabilité sociale, on va peut-être un petit peu plus loin là, que le développement durable. Les entreprises à responsabilité sociale attirent vraiment beaucoup, beaucoup. J'ai souvent des gens qui vont déposer leur CV en disant « T'es B Corp, je veux travailler chez Ecolofarm ». Et c'est la rétention aussi, on la voit à travers ça, à tous les niveaux de l'entreprise. J'étais même surprise récemment, en termes des journaliers sur le plancher, on n'en a pas beaucoup parce qu'on est très automatisé aussi, ça fait partie de l'optimisation. Hein? Et eux aussi, apparemment, il y a eu des CV qui sont rentrés parce qu'il y en a des jobs, là, il y en a partout. Mais là, on a une job dans une entreprise éco-responsable. Ça partage nos... C'est fantastique. Ça vient les chercher, là, beaucoup. Oui. On a parlé un peu de l'automatisation, les nouvelles technologies, l'intégration de tout ça, ce que je comprends, c'est un plus pour vous. C'est un plus à l'heure actuelle. Ça s'est fait comment? Dans le domaine des plastiques, ça doit être quand même...
c'est un domaine qui doit être assez optimisé, la chimie, le contrôle qualité, le dosage. En fait, chez nous, il y a comme 2 volets sur l'optimisation. Tu as la partie chimique. Donc, il y a certains traitements qu'on fait aux polymères pour réparer leur chaîne moléculaire qui fait en sorte qu'on peut recycler le plastique maintes et maintes fois. Donc, ça, c'est un volet qu'on a développé. Et l'autre, c'est le côté automatisation des processus de séparation, de décontamination du polymère. OK. Et ça a continué d'évoluer. Et puis, nous, on est rendu, l'usine qu'on installe présentement en Belgique, c'est notre dernière. OK. On est là, je dirais qu'on est à peu près à 3.0, pas encore à 4.0, mais on est vraiment avancé, qui fait en sorte que non seulement on fait d'une façon très adéquate, parce qu'il faut être quand même compétitif, parce que nous aussi, on se bat contre des gros joueurs. Nous, nos compétiteurs, c'est ceux qui fabriquent la résine vierge. OK. Fait que c'est quand même de plus grosse envergure. Et nous, quand on arrive à fabriquer un produit, imiter la même qualité qu'une matière vierge, c'est important. Donc, on doit le faire d'une façon adéquate à tous les jours, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. OK. Donc, pour nous, on mise beaucoup sur l'automatisation. Et puis, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est mieux qu'hier, mais ce qu'on va faire demain, c'est mieux qu'aujourd'hui. Ça va être mieux qu'aujourd'hui. Claire. Geneviève, de ton côté, as-tu un volet technologique, automatisation aussi qui s'installe tranquillement? Bien, nous, on a fait le saut là, du ERP puis de la OK. numérisation de nos procédés. Super. Ça a pris quand même 2 ans. OK. Puis, ben, tu sais, bien sûr, il y a tout le temps des volets qui s'ajoutent, puis Ah c'est oui, un moi, travail toujours inachevé, là, mais ça l'a vraiment aidé à l'optimisation des processus, à sauver beaucoup de temps, puis à contrôler les pertes, planifier les approvisionnements. Donc, ça l'a... tu sais, dans le fond, au début, on a le vertige toujours de se dire est-ce qu'on embarque, est-ce que la taille de l'entreprise Ouais. par rapport à l'investissement, puis aux investissements en main-d'œuvre qui sont requis pour le mettre en place, est-ce que c'est balancé? Mais finalement, une fois qu'on a été de l'avant, on ne regarde plus en arrière. Là. Ouais. Puis pour ce qui est de tous les équipements, bien, l'automatisation pour nous, bien, pour moi, ça a toujours été un élément qui me faisait peur, là, parce que je veux toujours que le produit il soit pareil comme quand il sortait de mon fourneau à la maison. T'sais. Alors, c'est comme, je veux pas qu'il soit rôti tout pareil, puis je veux qu'il y ait de l'imperfection. Ça, c'est la perfection de l'imperfection. Tu veux sentir que tu as mangé un granola que quelqu'un aurait pu faire dans sa cuisine. Oui, effectivement. Donc tu sais, alors, intégrer les robots là-dedans aussi, ça n'a pas été facile. Notre robot, tu sais, avoir des opérateurs et des artisans, c'est pas la même chose. Mais demander à un artisan d'être un opérateur, bien, ça prend des mois. Alors, on est dans le processus, on est constamment en train d'évoluer par rapport à ça. Super, super intéressant. Sandrine, tu nous as parlé un petit peu de l'automatisation. Oui, bien, nous, c'est hyper important aussi. Souvent, les gens qui vont venir visiter dans notre usine vont dire waouh, c'est comme on a l'habitude de voir ces installations-là pour monter des voitures chez Toyota. Mais c'est comme ça que nous, on a réfléchi à notre processus. Puis c'est ce processus-là qui fait en sorte qu'on est en contrôle de chacune des étapes puis qu'on est capable de ramener notre efficacité à son maximum. Souvent, le développement durable devrait être vu comme une optimisation industrielle à un autre niveau. On se met un peu sur les stéroïdes, là, puis on pousse encore un petit peu plus loin. Les robots, oui, c'est essentiel, mais on va un petit peu plus loin. Transformation. Il y a une des choses que je trouve importante dans l'automatisation, dans la numérisation de nos processus, etc., c'est je suis sûre que tout le monde ici, on est capable de sortir des chiffres de ce qu'on fait. On est en contrôle de notre data puis de nos mesures. Donc, développement durable, ça doit être mesuré. L'éco-responsabilité, elle est mesurée. On est capable de voir nos améliorations. Jean-Luc l'a dit, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est mieux qu'hier, mais c'est moins bien que demain parce qu'on va se mesurer puis on va continuer à s'améliorer. Si on n'est pas capable de se mesurer, Effectivement. c'est pas super, il n'y a pas de valeur. On l'a pas, on a entendu parler un peu. Vous exportez, je pense, un peu de produits en France. Dans ton cas, Geneviève, Jean-Luc, tu as une usine en Belgique. Sandrine, comment ça a été l'accès au marché à l'exportation? Ça s'est créé facilement ou encore là, il y a eu beaucoup de développement pour avoir accès à ces marchés, se faire reconnaître à l'étranger, par exemple? Geneviève? Bien, nous, au début, le principal défi, c'était l'homologation de notre certification écossaire. Ça a pris des années avant que les organismes ils se parlent entre eux, entre le Canada puis la France, pour justement établir des critères communs puis qu'on puisse communiquer qu'on avait des ingrédients biologiques. Alors, d'avoir un produit qui a un très fort contenu d'ingrédients biologiques puis de devoir le masquer avec des collants partout puis de ne pas pouvoir dire qu'on est biologique, c'était comme une prison là, de marketing. Et malgré tout, on a réussi à cause de la qualité du produit, à cause que là-bas aussi, on était très précurseur. Un granola nord-américain, c'était très différent d'un muesli européen. Et là, les gens ils ont su reconnaître la différence, la valeur ajoutée.
Puis là, aujourd'hui, bien, on est vraiment un compétiteur de taille, tu sais, capable de livrer la guerre aux plus gros joueurs. Parce que là-bas, on est contre des géants. Il y a des plus petits que nous, mais vraiment, nos plus gros compétiteurs, c'est les géants qui sont dans l'industrie. Qui sont dans l'industrie. Sandrine, de ton côté? Nous, on est en processus, en fait. Oui, exactement. Donc, nous, on est à finaliser nos préparatifs pour rentrer. La conquête. Oui, il y a beaucoup de demandes parce qu'on le veuille ou non, il y a des pays qui sont beaucoup plus avancés que nous sur les réglementations, sur les emballages uniques. Le focus actuellement un peu partout dans le monde, c'est la restauration rapide puis l'alimentaire, l'emballage alimentaire. Mais le deuxième plus gros générateur de matières résiduelles, c'est le milieu pharmaceutique. Fait qu'on sait que c'est sous la loupe. Il y a des pays qui commencent à réglementer, puis ça cogne à la porte. Ça cogne à la porte. Oui. Dans mon cas, c'est un petit peu différent encore une fois, parce qu'à partir de 2000, quand on a décidé d'aller dans des plastiques d'ingénierie plus spécialisés, on a fait un changement majeur avec le genre de clientèle avec qui on fait affaire. Donc, nous, à peu près 95 de notre chiffre d'affaires qui est à l'exportation. Ça donne une idée. Là. Et puis, oui, on a eu une usine au Vietnam depuis environ 12 ans. On est en train de bâtir l'usine en Belgique qui va démarrer là, d'ici quelques semaines. On a aussi une usine en Haïti qui ramasse les plastiques des océans. Fait que pour nous, ça fait partie de notre quotidien. Là. Nous autres, on est une petite entreprise, mais qui est globale. Le genre de clients avec qui on fait affaire, c'est des clients qui sont globaux. Fait qu'ils s'attendent d'avoir des produits. Si on fait affaire avec un Keurig, par exemple, qui a un pignon sur rue à Montréal, mais c'est quand même une business internationale. La machine à café, elle n'est pas faite à Québec. Là. Elle est faite en Asie. Et donc, nous, on doit desservir ces marchés-là par rapport à nos matières. Okay. Donc, moi, c'est partie de notre quotidien, l'international. À un point tel qu'on a... des fois, on sent un petit peu mal parce qu'on n'a pas de représentant au Québec. Ouais. Parce que la plupart de notre business est à l'extérieur. Est à l'extérieur, ça va être... Du Canada. Mais... OK. On va finir là-dessus. Je voulais juste vous entendre sur la fierté d'être entrepreneur dans votre catégorie. Avoir une entreprise, offrir les céréales pour les tout-petits puis faire vivre l'économie locale, proposer des solutions éco-responsables au secteur manufacturier tout en permettant de générer des gains économiques pour les entreprises, puis réduire l'empreinte carbone en utilisant de la matière recyclée. Quand on est une entreprise rentable et en croissance, on se sent comment à la fin de la journée? Tu me regardes le premier. Non, mais j'en regarde comme ça. On va finir, ça va être... En fait, moi, je pourrais dire ça de même. Je pense que la fierté, c'est de voir tous les gens alentour, qu'on a réussi à réunir ça, la force, parce que c'est pas moi l'entrepreneur seul qui fait ça. Si on n'aurait pas l'équipe qui est alentour de moi puis qui continue de grandir, on ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui. Donc, je pense que ça, moi, c'est la partie de pouvoir mettre la colle, un peu le côté leadership qui amène ça. Mais la fierté, c'est de voir les gens qui réussissent alentour de moi à bâtir cette idée de fou que j'avais démarré il y a une trentaine d'années. C'est ça. Sandrine? Bien, moi, c'est quand j'ai des clients, des grandes bannières de pharmacie, etc., qui vont nous dire « Vous êtes les disruptors ». Ils sont encore dérangés un peu par ce qu'on fait. Puis quand on est capable d'aller cogner à des portes, là, puis justement, on dérange le marché. Puis ça, moi, je trouve ça hyper valorisant de se faire dire « C'est bien, t'as compris. T'as compris, c'est ça l'objectif. C'est de te déranger. » C'est de sortir de ta zone puis changer tes habitudes. Exactement, changer les habitudes. Okay. Ouais. Geneviève, pour finir. Je dirais que moi, c'est sur deux volets. C'est de voir ma catégorie qui a explosé, donc l'influence positive qu'on a eue sur la catégorie, puis la quantité de consommateurs qui maintenant optent pour un granola plus naturel. Donc, on a vraiment réussi à faire dévier des ventes de la section plus conventionnelle des céréales pour des produits plus qualitatifs, plus santé. Puis effectivement, moi, j'ai des jeunes enfants, puis c'est de voir mes enfants choisir de manger les produits de la fourmi bionique au petit déjeuner par rapport aux grandes compagnies qui sont quand même dans le garde-manger. Pour moi, ça m'apporte une énorme fierté parce que c'est sûr que je sais que c'est sain, qu'est-ce qu'ils mangent, puis ils ont le goût d'y manger. Donc, ça, pour moi, c'est la cerise au sundae. Super. Un gros merci. Donc, 3 belles entreprises en croissance, fortes, responsables. C'est ce qu'on veut pour le Québec. Jean-Luc, Sandrine, Geneviève, un gros merci. Merci. C'est bien.